chez moi, je me rendais pas compte qu'on était différents en fait, puisque c'était la norme à la maison. C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange quand on est petit et qu'on a 3 ans. Je pense que voilà, on vit tellement dans son petit monde que non, pour moi, il n'y avait pas de problème, quoi. J'étais comme tout le monde. Je me suis pas rendu compte que j'avais un truc. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par mon ami Mouand. Mon invité aujourd'hui s'appelle Fadila Ouzlifi. Bonjour et bienvenue Fadila. Bonjour. Est-ce que vous savez comment vos parents vous ont prénommé Fadila ? Oui. Oui, comment vous le savez ? Je le sais parce qu'en fait c'est un petit peu étrange. Je suis restée 3 jours sans prénom. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Vos parents, vous savez pas que vous attendaient ? Si, je pense qu'ils savaient qu'ils m'attendaient, mais je sais pas. Ils sont peut-être pas posé la question du prénom. Et du coup, c'est après que c'est venu, après ma naissance. C'est le 4e jour, on a dit, tiens, on va lui donner un prénom. Voilà, on va lui donner un prénom. Qui c'est qui l'a trouvé ce prénom ? Mon père. Alors oui, voilà, mon père est parti à la mairie, en fait, me déclarer et est revenu voir ma mère à la clinique en lui disant, bon, c'est bon, je l'ai appelée Fadila. Ah, comme ça ? Comme ça. Sans consultation ? Absolument aucune. Vous êtes là pour nous parler de votre premier livre, Moi je kiffe la vie, et toi aux éditions Baudelaire. À quel genre appartient votre livre ? C'est quoi ? C'est un récit biographique ? C'est un roman ? C'est un récit biographique basé sur le développement personnel. Combien vous avez eu de vie dans votre vie ? Plein. Mais plein, ça fait combien ? Je pense que j'ai la chance d'être quelqu'un qui expérimente beaucoup. J'adore expérimenter. Du coup, je pense qu'il y a eu quand même une grosse partie de l'enfance qui a été une vie. Ma partie de vie d'étudiante qui a été aussi une vie à part. Ma partie de femme mariée qui a été une existence. Et puis celle-là maintenant. Et ouais, donc. Alors quand vous dites celle-là maintenant, c'est-à-dire, c'est parce que vous avez divorcé depuis. Voilà, c'est ça. Et puis donc maintenant, je suis donc maman de 3 charmants enfants et entrepreneur, puisque maintenant je gère mon activité moi-même. Donc c'est une nouvelle vie à part entière aussi. Alors l'univers aime les surprises, surtout dans votre vie, c'est ce que vous nous racontez dans ce livre qui s'appelle « Moi je kiffe la vie et toi ». Vous êtes née en 1983, vous êtes la dernière d'une fratrie de 4 enfants dans laquelle vous écrivez « Nous avons eu la chance d'être tous atteints d'une maladie génétique touchant la rétine ». C'est une maladie qu'on appelle la rétinite pigmentaire congénitale qui est due à la consanguinité. Expliquez-nous, en quoi est-ce que c'est une chance ? Alors c'est une chance parce que je suis d'origine algérienne, donc mes parents vivaient en Algérie. Alors du côté de Marnia, pour être précis, parce que l'Algérie c'est grand, on va dire où en Algérie ? Mais oui, bien sûr, dans la ville de Marnia qui est à la frontière marocaine pour ceux qui ne le savent pas. Et donc on a... donc mes parents vivaient en Algérie. Mon père est venu en France pour travailler donc après la guerre d'Algérie. Ma mère étant restée au pays et lorsqu'elle a eu donc ma grande sœur en 1970 et qui se sont rendus compte qu'elle avait en effet des problèmes de vue, donc mon père les a fait rapatrier, donc ma mère et ma sœur, en 1974 en France avec lui. Et donc c'est pour ça que nous, après les autres, nous sommes nés en France et on a eu la chance de vivre en France, d'étudier en France et c'est plutôt, moi je trouve que c'est chouette en tout cas. D'accord, mais c'était pas ça ma question. La question c'est comment est-ce que vous pouvez écrire que le fait d'avoir été atteint de cette maladie génétique, vous êtes tous atteints, les 4, les 4 frères et sœurs, vous êtes, si ce n'est non-voyants, en tout cas très très malvoyants. Comment est-ce que aujourd'hui vous pouvez écrire que c'est une chance ? À plusieurs niveaux. Déjà parce que si ça n'avait pas été le cas, on serait resté là-bas, clairement. Et puis... Ça aurait été peut-être très bien. Ouais, je sais pas. En tout cas, avec mon vécu de maintenant, je préfère être ici, perso. Alors, je vous explique, elle est sans filtre, je vous le dis tout de suite, elle dit ce qu'elle pense, et vous risquez de ne pas tous être d'accord avec ce qu'elle va dire aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que vous pensez que c'est une chance. Mais pas que. Mais pas que. Non, mais pas que, parce que ça quand même...
Ça permet de développer du challenge. Hein. Pour y aller, il faut vraiment aller dépasser ses limites et complètement sortir de ses zones de confort pour aller chercher ce qu'on a à chercher quand on a un handicap visuel, en tout cas. Et paradoxalement, dans votre livre, vous parlez quasiment pas de votre handicap visuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait lire votre livre, c'est pas du tout un livre larmoyant. Vous parlez de votre handicap à toutes les pages. Vous en parlez très peu, finalement, du handicap. J'en parle peut-être très peu quand on le lit, mais en fait, à chaque fois, il y a quand même cette vie à l'intérieur. C'est quelque chose qui est toujours avec moi. Donc, en fait, ça m'accompagne tellement en fait, que je fais corps avec maintenant. C'est pas différent de moi, en fait, c'est moi. Vous expliquez que vous ne saviez pas que vous étiez différente, mais que c'est à l'école qu'il y a un gamin qui vous interroge, qui lui dit « Mais alors, tu vois pas ?» que vous commencez à prendre conscience de cette différence. Complètement, ouais. C'est hallucinant. Ouais, c'est-à-dire que en fait, comme chez moi tout était calé, tout le monde avait l'habitude. On était 4 enfants à la maison. Il n'y avait pas, pour moi, lire en braille, c'était quelque chose de normal. Je sais pas, marcher. Tous les enfants lisaient en braille, c'est ça qu'il faut dire. C'est que tout le monde ne voyait pas. C'est ça que ça veut dire ? Du coup, chez moi, je me rendais pas compte qu'on était différents, en fait, puisque c'était la norme à la maison. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais quand on est petit et qu'on a 3 ans, je pense que voilà, on vit tellement dans son petit monde que non, pour moi, il n'y avait pas de problème, quoi. J'étais comme tout le monde. Je me suis pas rendu compte que j'avais un truc. Mmh. Alors pour expliquer, c'est votre grand-père qui le premier décèle que votre sœur a un problème de vue. Hein. Oui. C'est-à-dire que vos parents n'avaient rien remarqué avant. Déjà mon père était en France, ouais. Donc il pouvait rien voir. Et ma mère n'a pas remarqué, mais il s'en est rendu compte très tôt. Hein, mon grand-père, elle avait quelques mois, il s'est juste rendu compte qu'elle suivait pas la lumière. Mmh. Donc ça a été assez rapide. Et à quel moment est-ce qu'on a posé un diagnostic sur ce que vous aviez ? Il a fallu que ma grande sœur soit au moment où elle est arrivée en France, donc que des examens ont été faits, des examens médicaux, et c'est à ce moment-là qu'on a dit, parce que l'idée en fait de mes parents c'était de la faire soigner. Sauf que on leur a expliqué que ce n'était pas guérissable et que voilà, c'était une rétinite, que c'était la rétine qui était atteinte. Et donc c'est en venant en France qu'elle a pu faire ces examens-là pour savoir. Mmh. Est-ce qu'on a à ce moment-là expliqué à vos parents qu'ils risquaient d'avoir d'autres enfants atteints de cette maladie congénitale ? Alors je pense qu'on leur a expliqué. Le problème c'est que, si on peut appeler ça un problème, le deuxième était en route. Et le troisième est arrivé en retour de couche. Voilà, en retour de couche, un petit peu comme une petite surprise supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'en fait tout s'est enchaîné. Il n'y a pas eu mes parents n'ont pas eu le temps de souffler en fait et de se demander, de se poser des questions. Alors sauf que pour vous, entre-temps, il rencontre un guérisseur ouais. À Nantes. Et le guérisseur, il avait des pouvoirs, ouais. Super. Des pouvoirs exceptionnels même. Qu'est-ce qu'on avait dit à vos parents ? Comment ça s'est passé cette histoire-là ? En fait, on a dit à mes parents que tout simplement, il allait pouvoir leur faire un traitement pour que leur prochain enfant voie. Et donc ils ont fait les allers-retours, ils ont fait les fameux traitements. Et puis, ils ont décidé donc de faire un 4e enfant, 8 ans après l'arrivée du 3e. C'est pour ça que vous êtes la petite dernière, en fait. C'est pour ça que je suis le petit bébé cadom de la famille. Et donc, je suis arrivée dans cet espoir-là, en fait, d'espoir d'avoir un 4e enfant voyant. Et donc, voilà. Et donc non. Raté. Le super pouvoir, et c'était pas un super pouvoir. Non. Ça coûtait cher ? Je sais pas du tout. On vous a pas parlé de ça ? Non. Fallait aller à Nantes, à l'époque, il n'y avait pas le TGV. Hein. Ah non, ils ont dû y aller en voiture, sûrement, ils faisaient leurs allers-retours, et puis... Non, mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, quand on croit en quelque chose, il n'y a plus de limite, en fait, on y va. Vous expliquez que alors, les premières années,
vous vivez dans votre tête. Vous avez des problèmes d'interaction avec les autres, et vous expliquez que finalement, vous ne pouviez pas interagir avec les autres parce que vous n'aviez pas les clés pour le faire. Ouais. C'est un peu bizarre parce que, ouais, en effet, je vivais un peu comme une schizo avec plein d'histoires dans ma tête. Et en fait, ça m'allait bien parce que du coup, j'avais pas besoin des autres pour m'amuser. Mais le truc, c'est que de l'autre côté, les gens me prenaient un petit peu pour une folle. Donc c'était un peu bizarre et parce que j'avais pas compris en fait que il y avait des choses qu'il fallait que je mette en place pour aller vers les autres, des comportements à mettre en place, de la parole, de l'échange et tout ça en fait ça m'était un petit peu mais c'était surtout en fait à l'école maternelle où en effet les autres ils couraient, ils sautaient, ils allaient de droite à gauche et puis moi je pouvais pas et j'avais pas encore la solution d'aller discuter d'autres choses avec eux ou d'aller créer des histoires ou de refaire des jeux de rôle ou des trucs que je pouvais faire. J'avais pas cette idée là, je préférais rester dans mon coin. Avec vos personnages dans la tête. Avec mes personnages dans la tête. C'était qui ces personnages ? Voilà, alors il y avait énormément de personnages, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'imagination sur ce que j'allais devenir quand je serais grande. Et donc je faisais ma future vie un peu toute seule dans ma tête, quoi. Et alors ça donnait quoi votre future vie ? Ça dépendait parce que du coup alors ça changeait tous les jours selon les gens en général que je rencontrais. Donc par exemple il y a des moments où je m'imaginais boulangère, si je me rappelle bien. Il y a des moments où je me suis imaginée institutrice. Il y a eu c'est pas le regret de votre vie, ça, de pas avoir été enseignante ou institutrice ? Pour la musique, ouais, j'aurais aimé enseigner la musique, ouais, c'est vrai. Et le piano ? Le piano surtout, ouais. Le piano et le solfège, donc, mais la musique en général, ouais. J'aurais bien aimé, ouais. Et pourquoi vous n'avez pas poursuivi, alors, puisque votre livre est quand même un livre de développement personnel, pourquoi est-ce que vous n'avez pas persévéré dans le piano alors que c'était quand même aussi la passion de votre vie, que d'une certaine façon, la musique et le solfège vous ont libéré et vous ont ouvert sur les autres ? Complètement. Tout simplement parce que, donc, là, le piano, c'était à mon époque collège, hein. Donc c'était une époque où j'avais besoin d'être poussée. J'y arrivais pas à faire les choses de moi-même et à me motiver en fait pour aller dépasser les difficultés. C'était quelque chose que j'avais pas encore en moi. Et c'est pour ça en fait que j'ai baissé les bras et que je me suis laissée emporter par toute autre chose. Vos parents vous ont poussé pour le piano ? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, mes parents, la seule chose dans laquelle ils m'aient poussé, c'était dans mes études de kiné et dans le fait qu'il serait très largement mieux pour moi que je sois salariée à l'hôpital. Oui, c'était sûr pour eux. Très sûr, très sécurisé en fait. Ouais. Ce qui est loin d'être vraiment ma tasse de thé en fait, au final. Alors au départ, c'était bien parce que l'école elle était en face de chez vous, mais après il a fallu changer d'école. La première école, c'était une école où il y avait tous les enfants, il y avait des voyants et des non-voyants. L'école maternelle, ouais. C'est après que vous avez commencé à fréquenter des établissements spécialisés. Oui, c'est ça. Et donc on venait vous chercher tous les jours pour aller à l'école ? Alors ouais, au collège, à l'école primaire, on venait me chercher tous les jours, mais elle n'était pas très loin, elle était à Aulnay. Au collège, donc c'était l'Institut des jeunes aveugles à Paris, donc là il y avait plus de routes, on partait très tôt le matin et on revenait très tard le soir, c'était épuisant. Et puis finalement au lycée, j'ai quand même demandé à mes parents d'aller à l'internat parce que c'était juste pas vivable. Ouais, c'était plus pratique avec les allers-retours en permanence. Non, mais c'est-à-dire qu'un adolescent, vous lui faites le lever à 6h moins le quart le matin pour qu'il soit chez lui à 20h, c'est juste un petit peu... ouais, ça fait des longues journées. Ouais, très longues, très longues. Et aujourd'hui, c'est le book club de Fadila Ouzlifi qui vient de nous parler de son premier livre qui s'appelle « Moi, je kiffe la vie et toi » aux éditions Baudelaire. Alors, Digimond, je me tourne vers Digimond qui réalise l'émission. Est-ce que tu as calé le disque ? Alors, on va écouter une chanson. Pour
Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, vous n'avez peut-être pas reconnu François Fellman. Ça s'appelle Joy, la chanson. C'est pas Parfum de vanille. C'est vrai en plus. Ben oui, attendez. Mince. Ben ouais. Oh la coquille. J'ai fait mes devoirs. Bravo. Je me suis retapé l'intégrale de François Fellman. Avec beaucoup de plaisir, je dois dire, parce que François Fellman, il a aligné énormément de tubes dans les années 80. Et je me souviens l'avoir interviewé pour Beurre FM, à l'époque de sa grande gloire. Mais il était super sympa et super simple. Et il est resté super sympa et super simple d'ailleurs, quand il avait beaucoup de succès. Alors pourquoi on écoute François Fellman ? C'est parce que quand vous étiez petite, vous aviez tellement d'imagination que vous aviez inventé un jeu, ça s'appelait le François et François. Ouais, génial. En fait, François et François. Alors, c'est parce que j'ai eu la chance, donc à mes 8 ans, de rencontrer ma meilleure amie, qui est encore mon amie à l'heure actuelle et que je salue au passage. Coucou Myriam. Et donc là, on s'était vraiment trouvés en fait. Là, elle venait de débarquer de Turquie. Elle arrivait en France, donc et puis elle est arrivée dans ma classe. Et puis moi qui jouais toujours ma vie dans ma tête. Et puis là, on s'est croisés, et puis on s'est dit, tiens, on va inventer un jeu. Et puis on adorait François Fellman, donc on écoutait en boucle l'album de François Fellman. Peut-être que l'album s'appelle Parfum de vanille, qui sait. Peut-être. Et donc, on avait un jeu, c'était François et François. Et encore une fois, l'idée du jeu, c'était de s'inventer nos vies de quand plus tard on sera grande. Et c'était tous les jours, il y avait François et François par jour. Il y avait... non, il y en avait plusieurs, parce qu'il y avait la récréation de 10h, la récréation de midi et la récréation de 15h, donc non, ça ne s'arrêtait jamais. Ça a duré combien d'années, ce jeu de François et François ? Alors, donc elle est arrivée, j'étais en CE2, donc ça a duré 3 ans, jusqu'à qu'on aille au collège, en fait. Je disais tout à l'heure, vos parents sont cousins. Ils se sont rencontrés en Algérie, à Marnia. Et il y a toujours des bonnes, comment on va dire ça, des bonnes âmes charitables qui disaient à votre père, mais tu sais, faut que tu quittes ta femme, c'est à cause d'elle que tes enfants sont malvoyants. Il faudrait que tu les abandonnes. Ouais, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui lui a été suggéré. En effet. Et votre papa, il s'est accroché, en fait, lui. Mon papa, c'était absolument pas négociable pour lui. On était là et il allait nous élever. Il a même quand les plus grands sont rentrés à l'école, il a même appris le braille pour pouvoir suivre les devoirs, donc on pouvait pas l'arnaquer. Et encore aujourd'hui, il a 76 ans. Dès qu'il y a besoin de nous rendre service, il est là, il est au rendez-vous et il n'y a pas de... Enfin, pour lui, c'était clair et net. Il n'y avait pas de négociation possible. Ouais, votre père, il était en Algérie. Il a appris l'électricité. Oui. Pour venir travailler en France. Ouais. Et après, il a fait venir votre mère, mais très rapidement. C'était avant que les femmes arrivent, en fait. Avant que les femmes arrivent, Il y en avait quelques-unes, mais c'était vraiment pas la majorité. La plupart de toutes les femmes, en fait, de l'âge de ma mère ou un peu plus vieilles, elles sont toutes restées en Algérie, ouais. Ouais. Votre maman, bien sûr, elle arrive en France, elle parle pas un mot de français. Non. Elle se débrouille. Alors, elle découvre les spaghettis. Ouais, alors il faut savoir aussi, parce que on l'a pas précisé depuis le début, que en fait déjà en Algérie on vient de la campagne, c'est éleveur-agriculteur, donc il n'y a pas de ville, on est encore éclairé à la bougie et on mange encore les légumes de saison, donc il se passe rien. On est locavore. Maintenant on trouve ça très bien. C'est local, oui, c'est ça, c'est complètement bio. Et donc elle arrive là et puis on lui met sous le nez un paquet de spaghettis, donc je pense qu'elle a dû demander à mon père à peu près l'idée de comment on fait avec, mais le truc c'est que elle a versé tout le paquet dans la casserole et donc elle s'est retrouvée avec une espèce de truc pas vraiment mangeable. Expérimentation. Vous parliez de l'expérimentation tout à l'heure. Elle a expérimenté les spaghettis. Expérimenté complètement, ouais. Expérimenté. Il y a toujours un moment pour tout. Tout à fait. Votre père, il était créatif. Expliquez-nous comment il vous apprenait à faire du vélo. Alors, il nous mettait sur le vélo, puis il attachait une corde donc au niveau du guidon.
Et donc, il partait devant, donc, et il tirait en fait la corde pour pouvoir nous orienter. Vos parents, ils vous ont jamais élevé comme des personnes avec un handicap. Alors aujourd'hui, on dit en situation de handicap, mais c'est vrai que vous êtes toujours allé au ski, vous êtes allé au ski, ce qui peut paraître un peu paradoxal, hein, mais vous alliez en colo, vous alliez au ski. Alors vous, il y avait des choses que vous aimiez moins, mais vous faisiez du foot. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que d'abord, mes parents, l'avantage qu'on avait avec eux surtout, c'est qu'ils basaient le truc sur notre envie et notre confiance. Donc quand il y avait une occasion qui se présentait, d'aller à droite ou à gauche, ils nous demandaient « tu veux ou tu veux pas ?» Et si on disait non, c'était non, et si on disait oui, c'était ok. Vas-y. Et il n'y a pas de problème avec ça en fait. Non. C'est toi qui décides en fait. Ouais. C'est comme tu veux. Voilà. On a senti que la campagne algérienne, c'était pas votre truc. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça a peut-être changé aujourd'hui. Pas vraiment, non. À l'adolescence, vous vous révoltez contre votre double culture. Qu'est-ce qui allait pas ? En fait, ce qui n'allait pas, c'est que j'avais pas d'explication, en fait. Je me rends compte maintenant, parce que j'analyse, et j'invite tout le monde à en faire autant. Mais j'avais pas d'explication. On me disait, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Ok, pourquoi ? Il n'y avait pas l'explication. Parce que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Moi, je dis toujours aux jeunes parents comme moi, c'est terminé, on ne peut plus éduquer nos enfants maintenant avec la vitesse de l'information, on ne peut plus éduquer nos enfants maintenant avec le c'est comme ça et pardon pour l'expression, c'est comme ça et ferme ta gueule que nous balançaient nos parents. Non, c'est terminé. En français, en français dans le texte ou en arabe ? N'importe, qu'importe. Même s'il n'y avait pas d'ailleurs. Hein, moi, je l'ai. Vous preniez comme ça. En fait, c'est comme ça chez nous. Ouais. Et si t'es pas contente, c'est le même prix. Si t'es pas content, c'est pareil. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Mais en fait, non. Il y a des explications à tout. Hein. Moi, il y a des trucs, je les ai retrouvés après en faisant mes études en médecine chinoise, quoi. Je fais ah ouais, ah tiens. Quoi par exemple ? Alors, je sais pas. J'en ai deux préférés. Et je vais pas prendre celle qui est le plus parlant, je vais prendre l'autre parce que non, en fait non, je vais prendre la plus importante qui va, ça parle un peu de polémique quand même, mais par exemple sur le port du voile. On a donc la recommandation pour les femmes de se couvrir la tête, les oreilles et le cou. Je me suis rendu compte que, en fait, en étudiant la médecine chinoise, il y avait des points à cet endroit-là, précisément juste à ces endroits-là, qui s'appellent des points fenêtres du ciel, et qui sont les plus grands absorbeurs d'énergie perverse, d'énergie négative. Et donc, on recommande aux gens de les couvrir pour garder, en fait, leur énergie intacte. C'est quand même vachement fort de sens, quand même, je trouve. Alors là, vous avez 3 heures. Hein. On est bon pour le débat. Alors pas du tout, non, pas de débat. C'est juste pour donner un exemple. C'est votre concret. Point de vue. Non, c'est pour donner un exemple concret. Après, moi, je suis ni contre ni pour. Je porte pas de voile et puis voilà. Mais... Oui, mais ensuite, vous avez lu le Coran. Enfin, vous avez essayé de comprendre des choses. Vous avez fait des efforts de compréhension. Vous avez lu le Coran. Oui. Et vous vous êtes réapproprié votre religion après. Alors oui, parce que déjà, j'ai lu la version du Coran qui était, en fait, je me suis cassé la tête à lire ce qui est traduit verset par verset, en fait. Ce qui est un peu répétitif. Il n'y a pas de sens d'histoire, mais pour moi, c'est ce qui m'a permis le plus de savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait où. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris la religion, c'est comme ça que je me suis dit, bah ouais, mais quand on se met en prière, qu'on récite quelque chose, c'est bien quand même de savoir ce qu'on récite, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde, je pense. Et du coup, voilà, moi, c'est comme ça, en fait, que je me suis, réapproprié ma religion, en effet. Votre double culture, c'était la maison, et puis il y avait Hélène et les garçons... le miel et les abeilles, le club Dorothée. Ouais, ça c'est loin ça. Oui, mais bon, vous êtes quand même allé voir... Non mais attendez, vous êtes allé voir Hélène au Zénith. Vos parents, ils étaient super cool. Là surtout, c'était ma sœur qui était super cool de m'avoir offert les places. Hein. Ça, c'était grand. Hein. C'était le truc exceptionnel. Ouais. Donc il y avait quand même une certaine tolérance familiale. Oui. Vous n'étiez pas enfermé. Pas du tout. Non. Loin de là.
Ce que j'ai du mal à comprendre, moi, dans votre livre, c'est que, alors, vous avez fait des études de kiné, hein, vous êtes kiné, première formation. Comment ça arrive, la kiné, dans votre vie? On a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. De toute façon, je crois que tout est à chaque fois. En fait, mes plus grandes expériences, finalement, ça a été des coïncidences, si on veut, mais en tout cas des choses qui se sont imposées d'elles-mêmes. Je voulais devenir commercial, alors c'était le truc. Hein, vous vouliez faire un BTS de commerce? Ouais, en alternance. Et pourquoi? Parce que j'étais motivée sur le fait, moi, même si je vois pas, de toute façon, je peux faire des trucs, je peux aller vendre aux quatre coins du monde, il n'y a rien qui m'arrête. Ok, il n'y a rien qui t'arrête, très bien. Sauf que si, il y a des choses qui t'arrêtent. Et notamment, comment on est reçu de l'autre côté, quoi. Il n'y avait pas une entreprise qui voulait me prendre en alternance parce que ils préféraient forcément prendre des gens capables de mettre en rayon à la vitesse de la lumière ou éventuellement d'avoir le permis de conduire pour le premier BTS que je voulais faire. Le premier BTS que je voulais faire, toutes les entreprises me disaient « Mais non, vous n'avez pas le permis, vous ne ferez pas. » Et donc, tu te prends des claques, hein, voilà. Et puis, il y avait mon père à côté qui me disait mais il est hors de question que tu restes sans rien faire. Parce que du coup, j'étais restée 1 an de blanc après mon bac. Et il m'a dit il est hors de question que tu fasses rien, donc tu te débrouilles. Et donc, je me suis dit, par contre, là, si je veux pas l'avoir sur le dos, il va falloir que je m'active un peu. Et donc... je me suis dit, le plus simple quand même, c'est que j'aille vers les écoles spécialisées. Et alors, dans les écoles spécialisées, les diplômes, en tout cas spécialisés pour personnes déficientes visuelles, donc les diplômes qu'on peut passer, c'est accordeur de piano, standardiste, rempailleur de chaises ou kiné. Il y avait aussi l'informatique. Et dans toutes ces disciplines-là, je me suis dit, je vais choisir la kiné parce que j'aime bien faire les massages. Persuadée que... parce que c'est masseur kinésithérapeute, d'ailleurs, le titre. C'est masseur kinésithérapeute, d'accord, mais moi j'étais persuadée que le kiné, il faisait que masser les gens. J'avais pas du tout idée de ce qui m'attendait. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'école de kiné. Et que vous avez appris le corps humain. Que j'ai appris le corps humain en galérant. En galérant, ouais. En galérant, mais vous étiez plein de préjugés quand vous êtes arrivé à l'école de kiné. Ah ouais, carrément. Mais j'étais... d'abord, j'étais persuadée que ça allait être facile. La deuxième chose, c'est que j'étais persuadée aussi que dans une école spécialisée, tout allait bien se passer pour moi, sauf que ils n'étaient pas autant à la pointe de la technologie que celle dont je sortais. Donc je voyais par exemple, je suis arrivée le premier jour en prépa, je vois le prof, il écrit au tableau. Je fais ah. Oui, s'il vous plaît. Il est où mon polycopier en braille? Ouais, et puis surtout, pourquoi on est dans une école de non-voyants et pourquoi le gars il est en train d'écrire au tableau, quoi? Expliquez-moi, je comprends pas. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui se débrouillaient bien, qui avaient une bonne vue. Il y a même des gens qui trichaient donc avec leur vue pour pouvoir intégrer l'école, pour éviter les concours d'entrée de kiné pour voyants et qui garaient leur voiture 1 kilomètre plus loin pour pas être grillés. Mais voilà quoi. C'est pas bien ça. Hein. Non, c'est pas bien. Mais si vous voulez. Ouais, si vous avez des noms, on pourra balancer. Bah ouais. Paradoxalement, et c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, ces difficultés que vous rencontrez à l'école de kiné, c'est ça qui fait que vous vous êtes pas acharné, mais en tout cas que vous avez décidé de passer de changer de vie de braquet et d'aller et de vous accrocher en fait. Si ça avait été plus simple, peut-être que vous ne serez pas accroché en kiné. Ouais, si, je me suis acharnée. En première année, clairement, je me suis acharnée. Parce que c'était vraiment dur. Par contre, après, dans les années 2 et 3, donc, où on faisait moitié stage pratique, moitié école, et où on apprenait les pathologies et les rééducations des troubles spécifiquement, là, quand même, ça m'a plu. Donc là, c'était différent, déjà. Ouais. C'était juste l'année prépa qui était compliquée. Non, l'année de prépa, ça a été très facile. C'est la première année qui a été difficile. Ouais. Mais vous êtes kiné, en fait. Ouais. Vous avez un job à l'hôpital. J'ai eu, en tout cas. À l'époque. À l'époque. Et vous vous êtes dit, ce confort-là, j'en veux pas. Déjà, à l'hôpital, en tout cas, pour l'expérience de l'hôpital, c'était loin d'être un confort. Hein.
C'était un peu compliqué parce que déjà, ne serait-ce que vos collègues, quand vous avez un handicap, finalement, ils s'imaginent supérieurs. Donc c'est très compliqué. Travailler en hôpital, c'est aussi être dans l'équipe. Et la place du kinésithérapeute à l'hôpital n'est pas la même que la place du kinésithérapeute en centre de rééducation. Donc en fait, on a beaucoup moins priorité sur les soins. Et ce qui rendait en fait l'exercice très, très, très problématique en fait, et très compliqué. Malgré que j'ai bien aimé les patients que j'ai rencontrés et le travail que j'ai fait, au niveau personnel, c'était pas top. Voilà, on est à une époque où beaucoup de gens essayent de rendre leur parcours inspirant. Ça, on l'entend beaucoup. Et en plus, ils racontent leur histoire. En tout cas, je reçois aujourd'hui Fadila Ouzlifi qui raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Moi, je kiffe la vie et toi » aux éditions Baudelaire. Et votre parcours est inspirant. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Oui, t'es courageuse d'élever 3 enfants toute seule avec ton métier, tout ce que tu fais ?» Je leur réponds oui, je le suis. Parce que pendant longtemps, j'ai dit non, c'est normal, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, non, je le dis clairement, ouais. Je pense que je me suis beaucoup challengée, que j'ai beaucoup appris de mes challenges et que j'en ai encore à vivre plein, et surtout avec eux, surtout avec mes enfants. Et oui, si, je suis courageuse et j'ai pas lâché. Et maintenant encore, je vais continuer à rien lâcher. Alors vous inventiez des histoires dans votre tête quand vous étiez enfant à l'école et vous vous êtes inventé un métier aujourd'hui. Vous êtes GPS. Je suis GPS, oui. C'est ça ou c'est pas ça? Mais si. Vous voyez? Carrément. Que j'ai trouvé que vous étiez un GPS. Alors. Ou couteau suisse. Non, GPS, j'aime bien. Expliquez-nous un petit peu. Mais oui, alors. Pourquoi un GPS? Alors en plus, j'ai beaucoup travaillé là, ces derniers jours sur justement mon métier, donc ça tombe bien. Je suis kinésithérapeute à la base. Et je trouvais que c'était pas suffisant, qu'on n'allait pas assez travailler dans la globalité du corps. Donc je suis allée me former à la biokinergie, qui est biokinergie, qui est une méthode qui mélange l'ostéopathie et la médecine chinoise pour faire un traitement, un rééquilibrage global du corps dans toutes ces sphères. J'ai trouvé ça génial. C'était encore pas suffisant. Donc, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne. Donc, maintenant, je suis hypnothérapeute aussi, pour aller rétablir un petit peu ce qui se passe au niveau conscient dans l'inconscient. Et du coup, ça fait pas mal de clés entre les mains. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je mixe le tout pour proposer des programmes d'accompagnement et des séances individuelles avec tout ce que j'ai mélangé là pour pouvoir apporter une solution la plus appropriée à ce que veulent travailler les gens. Si on cite par exemple mes programmes d'accompagnement de base, on a le programme migraine donc pour aider les gens à vivre avec leur migraine et à les gérer. Et le programme Libère-toi du regard des autres, qui est mon chouchou, puisque c'est un petit peu ma vie, où j'aide les gens à se libérer du regard des autres, mais tout en restant sur un plan santé, tout en maintenant en fait et en traitant la santé dans toutes ses sphères. Mmh. Vous avez un programme qui s'appelle Kiffe ta vie aussi, non? Ouais, programme Kiffe ta vie aussi, mais celui-là c'est un programme individuel, donc c'est un programme qui se fait pas en groupe. Donc c'est vraiment la crème de la crème, c'est le high-tech VIP. Ah, c'est en particulier quoi. Ouais, il est ouais. Le prince charmant, il est arrivé quand? Je ne sais pas comment vous poser la question. En fait, vous vous êtes marié contre l'avis de votre père, en fait. Ouais. Et ça vous fait rire? Bah ouais, complètement, ouais. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'était exceptionnel quand même comme aventure. C'est des trucs, moi, que je traverse et qui restent pour le futur parce que... quand tu as traversé ça et que tu as brillé de l'autre côté, tu peux traverser plein d'autres trucs. Mais oui, il est arrivé, on jouait sur un jeu en ligne
Et puis j'ai une amie qui était un petit peu triste et tout ça. Puis je lui ai proposé de passer une semaine avec moi à Paris. Et puis elle m'a dit, est-ce que ça te dit et tout qu'on le voit? Je lui ai dit, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, c'est pareil, ça a été très très vite en fait. Je crois qu'on s'est rencontrés au mois de février. Et il m'a demandé en mariage en juillet. Et donc là, je me suis dit, ouais, bon, bah ok, c'est quelqu'un, il est équilibré et tout. Donc, moi qui veux faire une famille, lui veut fonder une famille aussi. Donc, on y va. Et sauf que, bon, j'ai été confrontée de l'autre côté à ma famille, puisque donc mon ex-mari est français. Enfin, quand on dit français, attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont français. Bien sûr, oui. Mais il n'est pas d'origine maghrébine. Tout à fait, il n'est pas d'origine maghrébine, il n'est pas algérien. Gaulois. Voilà. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'est pas algérien, donc tout de suite, hein, Pourquoi, s'il avait été marocain, ça aurait fonctionné ou pas? Ah bah, pour ma sœur, ça a été la galère. Hein. Ma sœur a épousé un Marocain, c'est pareil, hein, c'est dans le livre. Mais non, je sais, c'est pour ça que je me pose la question. Elle a galéré aussi. Ouais, elle a galéré aussi. C'était peut-être pas aussi ferme et définitif que pour moi, mais ouais, elle a quand même lutté. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Votre père a voulu imposer quand même son point de vue dans l'histoire, puisqu'il a voulu imposer son point de vue à la famille. Bah, en fait, c'est même pas lui, il avait son point de vue et il était bien debout dedans. Mais les autres, par contre, c'était surtout qu'ils n'osaient pas, en fait, aller me défendre. Il y a personne qui osait aller dire, bah, ils me disaient tous en face, non, mais d'accord, on te comprend et tout. Mais personne n'osait dire à mon père, non mais écoute, fais un effort ou reviens un peu sur ta décision. Non, il y avait rien. Il y avait pas les gens me défendaient pas. Il est quand même un peu revenu sur sa décision. Ouais. Quand il a vu que vous lâchiez pas l'affaire, bon. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je l'ai quand même préparé mon mariage. J'ai quand même défini une date. J'ai quand même bloqué une salle. Enfin, j'ai quand même préparer en fait mon mariage. C'est pour ça que je dis souvent, je pense que quand on sait que quelque chose va se passer, on lâche pas en fait. Et donc je l'ai préparé. Et donc à un moment donné, j'ai dit bah voilà, de toute façon le mariage se fera, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, en fait, ça se fera. Et donc il a un peu changé d'avis en effet, en disant bon, il a convoqué une réunion familiale et il a dit bon bah on te fera ton aîné, donc la fête du aîné. Hein, la plupart des gens connaissent, hein, la fête de la jeune fille avant qu'elle parte en mariage. Et puis c'est tout. Ok. Et puis bah, finalement, ça n'a pas été que tout, quoi. Le lendemain, il a parlé avec un de ses amis quand j'étais partie donner les invitations. Et puis il l'a convaincu en lui disant bah non, il faut quand même aller dans son sens, c'est dommage. Et donc du jour au lendemain, bah, tout a pris une autre direction en fait. Et là, vous dites, on va mettre des guillemets, hein, vous vous mariez avec un Français et vous découvrez que le gars il est encore plus tradit que le pire des... Oh, le pire, non, faut peut-être pas charrier. Mais en fait, qu'il était tradit. Oui, c'était... ils ont dû, comme je disais souvent, ils ont dû l'échanger à la clinique. Ouais, bah oui, malheureusement, c'est dommage parce que il y avait donc beaucoup de possessivité, ouais, et du coup j'étais un petit peu limitée. Moi, je suis quelqu'un qui va vers les gens, qui parle beaucoup aux gens, et lui n'acceptait pas ça, quoi. Pour lui, c'était tout doit être fait ensemble, tout doit être partagé ensemble. Toutes les décisions doivent être prises ensemble. Enfin, alors que moi, j'ai pas été élevée comme ça du tout. En fait, au final, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et donc, c'était un peu étrange. En fait, il était fusionnel. Ouais, mais il était fusionnel tout seul, donc c'était un problème. Bon, vous avez réussi à faire 3 enfants. Ouais. Mais et c'est ce que je dis, c'est génial parce que c'est un super papa pour les enfants. Hein. Il y a rien à dire, quoi. Il a toujours été très gentil, il nous a toujours très très bien traités. Maintenant encore, on peut compter l'un sur l'autre et c'est fantastique. Mais par contre, j'avais pas ce côté indépendante que j'ai toujours eu avant. Et donc ça m'a manqué et je pouvais pas composer sans, en fait. Ceux qui vont lire le livre vont comprendre que vous avez toujours été indépendante, vous avez pas été protégée d'une certaine façon. Vous avez toujours fait ce que vous vouliez, vous avez toujours voyagé, il n'y a jamais eu de limite dans ce que vous faisiez.
Comment vous expliquez ça, finalement, cette soif d'indépendance, cette volonté de jamais être enfermé dans une cage, d'être surprotégé à cause de votre handicap ? J'ai pas très bien compris la question. En fait, finalement, vous n'êtes jamais posé la question de savoir si vous pouviez le faire ou pas. Vous voyagez beaucoup. C'est juste que j'essaye, en fait. Il y a des choses que j'ai voulu faire et que je peux pas faire. Quoi, par exemple ? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple ? Je sais pas. Par exemple, là pour ma com, à un moment donné, je faisais moi-même les visuels de mes réseaux sociaux. Bon, ok, ça fonctionne pas. Maintenant, je délègue à quelqu'un d'autre. Oui, qui j'ai sait tenté. faire. Ouais. J'ai tenté, j'ai pas réussi. Ok. Je donne. Ouais. Mais c'est quoi vos limites finalement à vous ? Mes limites, c'est quand j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, je passe à autre chose. Par contre, si ça fonctionne, j'y vais. Avec vos frères et sœurs, vous parlez de votre handicap ou pas ? Ouais, ça nous arrive. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tout le monde a la même façon d'être libre ? Il y a surtout moi, je suis vraiment un peu à part parce que ça a toujours été quelque chose pour moi d'important d'aller vers l'extérieur. Pour les autres, c'est pas forcément. On a une limite sur laquelle on est tous d'accord, qui est très pénible, c'est de pas avoir le permis de conduire. Ça, je crois qu'on est tous les quatre ok là-dessus. Et après, non, je crois qu'on le vit vraiment tous les quatre d'une manière complètement différente. Mmh. Vous avez un frère qui fait de la radio, par exemple ? J'ai un frère qui fait de la radio et qui fait de la radio et il est standardiste, donc il a bien calé en fait ses passions. C'est l'un des seuls que je connais qui fait de ses passions son travail. Et donc il a tout bien calé son univers et du coup lui voilà c'est sa sécurité. Lui c'est d'avoir calé son univers et d'être bien confortable. Mmh. Les autres ils font des jobs alimentaires ? Ma sœur fait pas de job alimentaire. Ma sœur est mariée avec quelqu'un qui lui par contre lui laisse entièrement son indépendance, qui a un salaire stable et qui la laisse faire ce qu'elle a envie. Donc elle est auto-entrepreneur et elle fait plein de choses, de la sensibilisation, de la vente de produits bio et du coaching. Mais elle se prend pas la tête en fait. Elle vit au jour le jour de ce qu'elle a apporté sans vraiment se poser de questions. Mmh. Vous aujourd'hui, en tant que coach et que thérapeute, c'est quoi votre plus ? Alors déjà, mon plus par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché, parce que ça fleurit de partout, c'est que déjà, j'ai pas été formée en 3 jours. Vous avez maintenant beaucoup de coachs sur le marché qui ont fait des formations de 3 jours, 5 jours et qui vous disent je vais vous vendre un programme, machin. Ok, moi j'ai fait des vraies études avec des vrais diplômes que je peux montrer. Et il y a ça d'un côté et de l'autre côté, il y a moi. Il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé. Quand j'ai créé le programme Libère-toi du regard des autres, c'est juste condensé en 3 mois ce que j'ai appris en des années et des années. Donc pour moi, c'est ça mon plus, c'est de travailler avec tout ce que j'ai, moi, et d'être complètement authentique et transparente avec les gens que j'accompagne en face. Mmh. Et qu'est-ce que vous avez appris en 10 ans alors ? Alors, j'ai appris plein de choses, mais je ne vais pas vous détailler le programme ici, parce qu'on en a encore pour 1 heure supplémentaire. Ouais, je prends. Allez, vas-y. Non, mais tout simplement, il y a plusieurs choses. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête, savoir créer son espace de limite, savoir vaincre ses peurs, et savoir ne pas se faire en fait pourrir et détruire par le regard des autres. Déjà, il y a tout un programme là.
Et la suite est dans votre livre. Je rappelle que vous publiez Moi je kiffe la vie et toi aux éditions Baudelaire, Fadila Ouzlifi. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu sur l'antenne. Échanger avec vous. Voilà, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci, très bon dimanche à tous.